Je suis un petit peu mal à l'aise en fait de venir vous parler de gestion du temps, puisque moi-même ce matin je suis arrivé complètement à la bourre. Et j'ai complètement raté le pitch des speakers, donc il y a même des gens qui sont venus me voir en me disant bah voilà, apparemment il y a des gens qui pensent que ta session a été annulée, donc il y a des gens qui ne viendront pas. Donc tiens à vous remercier de ne pas avoir cru ces rumeurs. Et alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'une situation que je rencontre assez souvent dans mes coachings, dans mes formations, où je vois plein de gens qui font de l'agilité ou qui n'arrivent pas à en faire, et qui passent leur temps à se poser la question de comment mieux gérer leur temps, qui passent leur temps à perdre du temps. Est-ce qu'il y en a qui perdent du temps des fois dans cette salle? La bonne nouvelle donc, c'est que vous avez plein de copains qui perdent beaucoup de temps. Imaginez la somme du temps qu'on perd si on fait la somme de tous les temps qu'il y a autour de vous. Le problème du temps, si vous avez remarqué, c'est que, alors je vais rester quand même dans une logique non quantique, linéaire, c'est que c'est peut-être une des rares choses que vous ne pouvez que perdre. Vous ne pourrez jamais le regagner, c'est pas possible. Le temps que je n'ai pas réussi à prendre ce matin pour venir pitcher, je ne pourrai pas le récupérer, c'est impossible. Donc on va le perdre. On va le perdre, mais on ne va pas le perdre tout seul, parce que je ne sais pas si vous êtes venu avec vos collègues, ou s'il y a des gens qui travaillent avec vous, et il est fort probable qu'il y ait plein de gens autour de vous qui passent leur temps aussi à perdre du temps. Donc en fait, vous perdez du temps, nous perdons du temps collectivement. Quand je pose cette question à plein de gens, quand on fait des ateliers autour de la gestion du temps, pour libérer un peu la parole et pour savoir comment vivent véritablement les gens cette perte de temps, je leur propose un petit jeu à partir d'un jeu de photolangage qui s'appelle Dixit. Et peut-être que parmi ces illustrations, vous allez trouver une image qui correspond bien à comment vous vivez votre perte de temps. Alors dans le jeu, il y a plus d'une centaine de cartes, je n'ai pas pu tout mettre. Alors moi, j'affectionne tout particulièrement celle-ci. Elle revient très très souvent. Parce que souvent, on fait l'atelier à 2, 3 ou 4. Et souvent, il y a des personnes qui disent « Moi, quand j'ai l'impression de passer mon temps à ramer, mais à l'inverse des autres. Ou j'ai l'impression que les autres rament à l'inverse de moi. » Il y en a qui ont déjà eu cette sensation que ce sont les autres qui vous font perdre le temps. Essayons déjà de nous interroger sur comment est-ce que vous pourriez-vous faire, individuellement, une meilleure gestion, un meilleur usage de votre temps. Prenons un cas simple, vous avez une journée de travail. Enfin, j'espère que vous avez une journée de travail, ou en tout cas, on va dire que vous avez un ensemble de trucs à faire. Vous avez beaucoup de choses. Il y en a qui ont du travail, il y en a qui ont des listes comme ça, qui ont des choses à faire. Ouais. Ah, ouais, ok. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel outil de gestion de tâches, n'importe quoi. On ne parlera pas d'ailleurs dans cette conférence d'outils de type Pomodoro ou GTD ou ce genre de choses. Non, c'est pas du tout l'idée. On va revenir à des choses très très pragmatiques. Quand vous prenez votre liste de tâches, que ce soit intellectuellement ou que ce soit par rapport à un outil ou par rapport à un bullet journal ou n'importe quel outil qui vous permet d'organiser votre temps, vous imaginez que vous allez caler des choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, je vais me lever, je vais emmener ma fille à la crèche, et j'arrive à Mixit, 9h moins le quart, j'ai même le temps de prendre un café et de discuter. C'est pas vraiment ce qui s'est passé, en fait. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ça s'est plutôt passé comme ça. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, des journées comme ça, c'est ce qui se passe chez plein de gens. J'arrive au boulot, il est 9h du matin. Non, j'arrive, il est 8h, parce que je sais qu'à partir de 9h, il y a plein de gens qui arrivent. Donc si je veux véritablement travailler, je vais arriver plus tôt dans ma journée. C'est le cas de beaucoup de managers, notamment. Pourquoi? Parce qu'à 9h, il y a Thierry qui rentre dans la salle. « Bonjour !» Ah, c'est con, j'étais en train de checker mes mails. On discute, interruption. Ok, je reprends. Qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà? Ah oui. Ah, mail qui tombe. Tiens, client urgent, demande urgente. Très bien. Bon, je vais ouvrir ça. Ok, ensuite, il y a Mathilde qui rentre. « Bonjour !» Il est 9h20. J'ai commencé 4 choses. Et vous allez empiler comme ça, et on empile comme ça les choses dans la journée. Ça vous rappelle des journées, non? Ce genre de mécanisme? Si j'en juge par le nombre de sourires dans la salle, a priori, c'est le cas de beaucoup de monde.
Et c'est comme ça que vous arrivez à la fin d'une journée, et on arrive tous à la fin d'une journée, où on a la tête comme un chou-fleur. On a cette sensation de n'avoir pas avancé alors qu'on a passé notre journée à investir toute notre énergie possible et au final on est épuisé. Et ce qui se passe, comment comprendre ce qui se passe? Le problème, c'est pas qu'on coupe comme ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on a ce qu'on appelle le changement de contexte. Et ce changement de contexte, c'est le temps qu'on va passer à reprendre la réflexion, la logique de ce qu'on était en train de faire. Et sur des travaux qui nécessitent une forte disponibilité intellectuelle, comme ça peut être le cas de beaucoup d'entre vous dans cette salle, eh bien, chaque interruption va avoir un certain coût. Et finalement, on commence beaucoup de choses et on finit à peu près rien. Et donc, ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette conférence, c'est quels sont les mécanismes systémiques qui peuvent nous aider à mieux gérer notre temps. Et ce sont des mécanismes qu'on va retrouver dans énormément de systèmes, le système routier, les systèmes d'exploitation, tout ce qui va être un système, c'est-à-dire dont les parties sont des composants qui vont interagir entre elles. Stratégie numéro 1, et c'est souvent la stratégie la plus compliquée à mettre en œuvre. Je travaille qu'avec des professionnels, avec des gens qui sont véritablement investis, qui font sens d'un professionnalisme vraiment, vraiment impressionnant, qui ont le sens du service. Et donc, quand ils reçoivent une demande, que ce soit de la part d'un client ou que ce soit de la part d'un collègue, se sentent obligés d'accepter cette demande-là et donc vont commencer à traiter cette demande. Ça peut être une micro-tâche ou ça peut être un projet, avec une logique très simple, c'est de dire je vais commencer au plus tôt pour finir au plus tôt. Très souvent, cette logique-là va s'accompagner finalement de je commence très tôt et je vais finir très tard. Pourquoi ? Pour la même raison qu'on a vu précédemment, c'est que je vais commencer plus tôt plein de choses. Donc à commencer très tôt beaucoup de choses, je ne vais rien finir. C'est paradoxal comme concept, puisque finalement, la stratégie numéro 1, c'est que vous avez tout intérêt à ne rien commencer. Donc stratégie numéro 1, si vous voulez mieux gérer votre temps individuellement, ça s'appelle la procrastination. Commencez le plus tard possible quelque chose, mais en le terminant. Si vous commencez quelque chose et que vous le terminez, eh bien vous allez pouvoir passer à la suite. Ok, ça n'a pas l'air très suffisant parce que je vois vos têtes un petit peu circonspectes. Ce mécanisme-là, vous pourriez l'appliquer. Il n'est pas très compliqué. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Là, vous êtes en train d'assister à la conférence. Est-ce que vous êtes en train de vous interrompre ? Vous avez commencé une conférence. Est-ce que vous allez la terminer jusqu'au bout sans interruption ? Bon, je vais juste balayer la salle comme ça, mais j'en vois déjà beaucoup, parce qu'il y a déjà beaucoup d'interruptions. On est déjà dans une micro-interruption. Quelles sont vos interruptions à vous ? Quelles sont les interruptions qui rythment votre quotidien ? Individuellement. Pour avoir fait l'atelier la semaine dernière, les sources sont quasiment inépuisables. Les mails, les collègues, le stagiaire qui est là, qui n'a rien compris et qui vous pose une question, le manager qui déboule dans la pièce parce qu'il a juste besoin d'une information, mais vous ne savez pas pourquoi il ne l'a pas fait avant ou pourquoi il ne le fait pas après, c'est maintenant. Votre Outlook ou votre logiciel, Slack, vous avez activé toutes les notifications sur Google Chrome, et là vous avez toutes les pop-up dans tous les sens, partout, tout le temps. Puis comme c'est gonflant cet ordinateur, on va se regarder un petit peu... Il est où mon téléphone ? J'ai peut-être reçu un SMS ou un Twitter là ? Non ? Donc il y a toutes les interruptions que vous allez subir, et puis il y a toutes les interruptions qu'on va se donner, naturellement. Et qui sont autant de facteurs de perte de temps. Alors on ne va pas quantifier cette notion de perte de temps, parce que ce serait évidemment beaucoup trop compliqué, mais parmi toutes ces interruptions, qui sont très 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 variées, il y en a une qui dépasse toutes les autres. Ça s'appelle l'urgence. C'est urgent. Vous en avez des urgences ? Ouais. Ça n'a pas l'air très urgent en ce moment, parce que vous êtes plutôt dans la salle. L'urgence.
À tel point que dans certaines situations, dans certains projets, et là je fais pas de... Voilà, je vais vraiment faire une généralité, hein, qu'on parle d'un éditeur logiciel, qu'on parle d'une start-up, qu'on parle d'une agence, qu'on parle même de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'informatique, il y a des gens qui ne vivent que dans l'urgence. Ou finalement, quand on commence à parler d'urgence, on dit « Attends, mais il y a des urgences qui sont plus urgences que les autres. » Ah, alors c'est quoi? Il y a une super urgence, avec une cape dans le dos qui rentre. Mais oui, il y a une super urgence. Les vraies urgences, j'ai essayé de trouver ce qu'est une vraie urgence. Alors, du coup, je suis simplement allé voir dans le dictionnaire. Caractère de ce qui est urgent, qui ne souffre aucun retard, nécessité d'agir vite. Et donc l'urgence, c'est un super moteur d'interruption, donc c'est un super facteur de perte de temps. C'est génial. Donc la question qu'on pourrait se poser, et ça c'est une question clé à chaque fois dans tous les ateliers de gestion de temps, c'est quelle est la véritable définition d'une urgence dans votre contexte, dans votre environnement? Est-ce que cette définition existe? Bon, statistiquement, à peu près sur 10 personnes sur 10 dans cette salle, à peu près non. En fait, elle est écrite nulle part. Elle est vécue de manière empirique, elle est rarement partagée en équipe, elle est rarement partagée avec les autres. On a tous une définition d'une urgence. Et souvent, une urgence, la pire des urgences, c'est celle où c'est écrit urgent dans l'intitulé du mail. Vous avez vu celui-là là. Ou pire, c'est pas vraiment écrit urgent parce que la personne est polie, mais elle a tout mis en rouge dans le corps du mail. Ça transpire l'urgence. L'urgence est un moyen d'attirer notre attention. C'est urgent pour moi. Très souvent, l'urgence, si on essaye d'être un petit peu objectif, c'est plus souvent une façon de satisfaire un ego, de satisfaire un besoin. Et comme on est super pro, on va répondre à cette urgence. Quitte à laisser de côté un travail que nous, on a commencé, qui après, bien évidemment, va devenir urgent par lui-même. Donc, je vais me trouver dans une situation où je vais devoir prioriser mes urgences. Donc, normalement, les urgences, il y en a très très peu. Les vraies demandes qui mettent en danger de vie ou de mort, des demandes qui mettent en péril la viabilité économique de l'entreprise, les urgences, bon, je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Ah non. Il y en a un. Alors, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, d'ailleurs. C'est l'urgence Dieu. Quand Dieu rentre dans la pièce, il peut dire ce qu'il veut, Dieu. C'est l'avantage. Ça devient une urgence. Est-ce que vous avez un Dieu chez vous qui, quand il rentre, c'est souvent la réponse qu'on me dit. Ah oui, mais quand c'est Dieu qui rentre, l'urgence, c'est quand c'est Dieu qui demande. Eh oui, mais... Alors du coup, Romain, ce serait bien que tu nous expliques comment on gère les urgences avec Dieu. Mais on ne peut pas. Dieu est tout-puissant. Donc qu'est-ce que tu veux faire face à Dieu? Rien. Aussi, peut-être lui expliquer effectivement les impacts que peut avoir son interruption, parce que Dieu, il ne fait pas exprès de venir vous interrompre. D'accord? D'ailleurs, je vous invite à imaginer que les gens ne font pas exprès de venir vous pourrir vos journées avec des interruptions. Ce n'est pas un acte volontaire. On n'est pas tous des saboteurs, on n'est pas tous malveillants. Bien au contraire, on est plutôt bienveillants, mais on ne se rend pas compte de l'impact de chacune de nos actions. Alors, d'autres stratégies, et je vais essayer d'en couvrir plusieurs, c'est une qu'on voit, c'est de dire, finalement, comme tu n'as pas le temps de tout faire, et qu'il faut que tu commences par terminer quelque chose, essaie déjà de prioriser. Ah, ça c'est malin, ça, de prioriser. Eh bien, on va commencer par l'urgence de Dieu, parce qu'il faut l'avoir. La fameuse priorité, il faut le faire. Cette espèce de super définition qui chapeaute tout et qui dit en gros, il n'y a même pas à discuter. Comme il faut le faire, c'est une priorité. Mais non. Pourquoi est-ce que... Donc ça s'appelle Moscou. C'est une technique qu'on utilise notamment pour prioriser les backlogs avec les product owners, mais qu'on peut tout à fait réutiliser dans le cadre de gestion des tâches. C'est-à-dire, vous pourriez prendre votre liste de tâches, là, qui, cela dit en passant, est en train d'augmenter, puisque vous êtes en train de m'écouter. Donc votre liste de tâches, là, elle s'empile, et après, il va falloir la dépiler quand vous aurez terminé cette conférence, et puis cette conférence Mixit. Donc comment est-ce que vous allez faire? Ah, ça, il faut que je le fasse. Est-ce que c'est urgent? Comment vous allez prioriser tout ça? Vous pouvez le faire. Donc Moscou, c'est l'acronyme pour must have, should have, could have et won't have, et comme ça donne un acronyme absolument imprononçable, on a mis des O au milieu, ça fait Moscou. Voilà. OK. Mais est-ce qu'en utilisant cette technique de priorisation,
on ne laisse pas encore des choses qui vont devenir urgentes. Moi, c'est mon cas, très souvent. Ça, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Voilà. Donc, la question à se poser, en plus, c'est-à-dire que l'idée c'est de combiner les stratégies, c'est peut-être de se dire quel est une espèce de facteur prédominant derrière lequel on pourrait tous se rassembler et se dire, finalement, on doit prioriser par rapport à ça. C'est généralement la question de la valeur qu'on pose. Et cette question-là, si vous voulez vous amuser avec votre équipe, avec vos responsables métiers, avec vos responsables tout court, ou juste avec vous-même. Vous posez la question, vous mettez ça dans un groupe, vous laissez mijoter pendant 1 heure et vous voyez le résultat qui sort. Et vous verrez que la valeur, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc comme c'est vachement plus simple d'éluder des questions complexes, en fait, on passe proportionnellement beaucoup moins de temps sur les questions, beaucoup plus de temps sur des questions très simples et beaucoup moins de temps sur des questions compliquées. Et comme la question de la valeur est une question complexe, on n'y répond pas, donc on préfère choisir ce type de stratégie de priorisation. Est-ce qu'on pourrait utiliser la priorisation par rapport à la valeur, par rapport à de la satisfaction client, par rapport à du business généré, par rapport à tout un tas de choses qui permettraient de dire qu'effectivement, vous avez tout intérêt à dépiler vos tâches dans cet ordre-là et à les commencer et à les terminer. Et puis, si vous êtes dans un monde normal, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire plus de choses que ce que vous pouvez faire, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas tout faire. Vous est-il déjà arrivé, plutôt le reformuler comme ça, moi j'avais souvent l'habitude de faire des to-do, des A4 comme ça, puis je les dépilais, puis à chaque fois, ce que je n'arrivais pas à dépiler, je le gardais, puis il y a des choses comme ça qui remontaient par-dessus, parce qu'il y a toujours des priorités qui remontent comme ça, puis je me retrouvais après avec 2 A4, du coup j'en faisais un A3, ça commençait à me faire un livret, et puis je regardais ça, et ça me rassurait, parce que du coup j'avais plein de choses à faire. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire que j'avais jamais faites. Par contre, j'avais passé beaucoup de temps à écrire des choses que je ne ferai jamais. Donc garder la mémoire de trucs qu'on ne fera jamais, ça ne sert à rien. Est-ce que j'aurais pas gagné plus de temps en disant non, tout simplement ? Et ça peut être aussi une stratégie. C'est quitte à recevoir une interruption, et quitte à comprendre qu'une interruption va avoir comme impact de nous faire perdre du temps, autant arrêter l'interruption et puis ne pas perdre de temps. Et juste de dire non. Donc ma proposition que je vous fais, en sortant de cette conférence, prenez tous les mails que vous allez recevoir, que vous n'aurez pas à prioriser, et vous lui répondez non. Et si votre manager il est là et qu'il vous dit « j'ai vu un truc dans une conf, on va faire ça », vous dites « moi aussi j'ai vu un truc dans une conf, et je te dis non ». D'accord ? Alors, il y a plusieurs formes de non, évidemment. On va apporter un petit peu de nuance, je suis quand même consultant, donc je ne dis jamais non à mes clients, c'est pas vrai. Sauf ceux avec qui je ne veux pas travailler, mais ça, je ne peux pas le dire. Et il y a le non qui veut dire jamais. Celui-là, il est super difficile à accepter, il est assez violent, en fait. Voilà. Et il peut être aussi violent pour la personne qui dit non, et violent à recevoir. Je dis, oui, mais si je viens te voir et que je te demande un service, a priori, ce n'était pas pour que j'entende non. C'est pas parce que tu as vu une conf où il faut dire non qu'il va falloir sortir le non à tout bout de champ, c'est quand même difficile. Donc on va essayer d'amener un petit peu plus de nuances. Et comme on est dans la gestion du temps, et ça c'est quelque chose de fabuleux, vous pouvez dire, et si je te le fais plus tard ? Et vous allez voir que 10 fois sur 10, ou 9 fois sur 10, et si je te le fais pendant 3 jours, si je te le fais pour la semaine prochaine, ou si je te le fais pendant 1 mois, sous-entendu en espérant que tu ne me rappelles pas, eh bien vous allez voir que ça marche et que la notion d'urgence n'est pas du tout corrélée à l'instantanéité de la demande. Et très souvent, c'est acceptable. Donc on peut tout à fait retarder les demandes. L'autre possibilité du non, c'est de faire une proposition, c'est ce qu'on retrouve très souvent, c'est dire oui, alors en fait, c'est-à-dire que je vous le propose, mais pas comme ça, mais en plus petit, en plus machin, et donc voilà, vous connaissez, vous êtes professionnel, donc on essaye de renégocier le périmètre, parce que dans notre esprit, on est en train de réduire la durée de la tâche, tout simplement, et on n'a pas envie de se récupérer un gros pâté, donc on va essayer de négocier comme ça un truc, mais qu'on démarrera tout de suite, donc ça ne change absolument pas la nature de l'interruption. Donc je vous propose de réfléchir,
de prendre juste 10 secondes, pardon. Pourrait prendre 10 minutes. À quoi devriez-vous dire non? Et me dites pas non, hein. Ça marche pas. Vous avez des facteurs, on a tous des leviers, en fait, sur lesquels on peut véritablement dire non. Et qu'est-ce que ça soulage de dire non? Ou pas. C'est ce qu'on appelle une forme de violence verbale. Il y a plein de gens qui ne supportent pas qu'on leur dise non. En tout cas, si c'est ça peut être très très mal vécu. Donc pour ça, je vous invite à utiliser un outil très simple qui s'appelle la communication non violente. Alors il ne s'agit pas de vous faire tout un laïus sur ce qu'est la communication non violente, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce protocole de communication non violente, quand on va formuler un non, et c'était l'objet du slide précédent, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait 3 petits points. Non violemment, c'est pas du tout recevable. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'expliquer les choses. D'expliquer déjà ce que ça impacte. Donc on essaye de formuler dans la réponse ce qu'on ressent, ou ce que la personne ressent. On va essayer d'objectiver les choses, c'est-à-dire de factualiser ce qui est en train de se passer, de formuler un besoin, et de formuler sa demande. Comme c'est un petit peu abstrait, je vais vous donner un exemple assez classique. Un exemple d'un client que j'ai trouvé qu'on a creusé la semaine dernière, et donc c'est le coût du manager qui passe son temps à arriver dans l'open space, voilà, qui a toujours plein d'idées. Quand on a fait l'exercice, ce que les gens ont trouvé, c'est qu'ils pouvaient dire, écoute, Thierry, là, je suis un petit peu en stress parce que je dois répondre pour le client bidule. Donc je suis un petit peu en stress. Je dois répondre, je suis en train de répondre, je suis en train de créer. Voilà, donc ça c'est un fait. Et là, j'ai juste besoin de 15 minutes pour terminer ce que je suis en train de faire. Donc ce que je te propose, c'est qu'on en reparle tout à l'heure. Point. Voilà. Donc là, on retrouve les choses. Ce qui est important, c'est de montrer aussi ce que les gens vivent, ce que vous vivez. Vous avez le droit aussi d'avoir des émotions, de dire qu'à ce moment-là, dans vos émotions primaires, qui sont la joie, la colère, la tristesse, la peur, eh bien effectivement, à ce moment-là, ça tombe mal. Et vous avez le droit de dire ça, on a tous le droit de dire ça. C'est comme les gens, quand vous les appelez, ils vous disent « Non mais là, je suis en réunion ». Bah oui, mais pourquoi tu réponds alors? Je peux pas te répondre, je suis en réunion. Est-ce que je peux te rappeler tout à l'heure? Ok, donc je te fais une proposition. Et on sent bien que dans sa voix, la personne est complètement stressée, puisque tout le monde est en train de la regarder à ce moment-là. Voilà. Aucune idée de son besoin, je ne sais pas. Donc essayons d'avoir cette capacité à dire non, qui va être un facteur pour mieux gérer notre travail quotidien. Et puis, la dernière stratégie dans la gestion individuelle, c'est tout simplement de ne pas faire le job. Ne faites pas la tâche pour laquelle on vous a demandé. Voilà. Déléguez-la. Okay, c'est-à-dire que ça s'appelle une translation. Ce n'est pas un coup de la patate chaude, hein, ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de passer le bébé à quelqu'un qui saurait faire. Et ça, ce travail sur la délégation, c'est un travail qui prend énormément de temps, parce que ça veut dire, en gros, faire appel à du lâcher-prise, d'accepter que finalement, on ne va pas être le héros de la réalisation de la tâche qui, de toute façon, va nous mettre dedans parce qu'on va perdre du temps, parce qu'on va encore créer des urgences. Et donc, travailler sur la délégation dans la gestion du temps, finalement, ça revient à travailler sur la notion de confiance qu'on a à l'intérieur des équipes. Entre les membres de l'équipe, les équipes avec le management, et ainsi de suite. Un outil très simple qu'on utilise généralement, c'est le Delegation Poker du Management 3.0, qui est un outil parfait pour savoir qui devrait réaliser telle tâche. Et c'est toujours étonnant de voir la capacité à l'intérieur d'un groupe, finalement, toutes les compétences qui existent. Et quand une personne reçoit une demande, eh bien, elle va garder cette demande, quitte à ce que ça la mette un petit peu en difficulté, alors qu'elle pourrait tout à fait le passer à d'autres personnes qui, elles, sont en attente. Vous avez déjà vécu ce genre de choses ? Avez-vous déjà délégué? Avez-vous déjà essayé? Et à tous les mails auxquels vous ne répondrez pas non tout à l'heure, eh bien vous allez les déléguer. Vous allez faire un forward en disant « Coucou, je te fais confiance. S'il te plaît, est-ce que tu peux le faire ?» Là, la personne va vous dire non.
Et là, vous allez lui répondre, pourrais-tu utiliser la communication non violente pour me justifier ce nom, s'il te plaît, car j'en ai besoin, parce que je suis vraiment mal. C'est pas parce qu'on utilise la communication non violente que la personne accepte le non. Hein. Okay, c'est juste qu'on est plus à l'aise avec, c'est tout. Et on le vit mieux, et la personne, potentiellement, va vivre le mieux. Bon, si vous faites tout ça, je suis convaincu, alors ça vous prendra peut-être 1 heure, ça vous prendra peut-être une journée, une semaine, un mois, une année, peut-être toute une vie pour y arriver. Je suis convaincu que vous ferez des progrès, vous trouverez plein de techniques hyper intéressantes pour améliorer tout ça, mais en gardant en tête ces quelques principes. Commencez tôt, commencer tard pour finir tôt, donc terminer ce que vous êtes en train de faire, dire non, déléguer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez être plus efficace. Tellement efficace pour certains que ça va être fabuleux. C'est-à-dire que vous n'allez plus voir le verre à moitié vide, vous n'allez voir le verre qu'à moitié plein. Et là, vous allez avoir ce sentiment d'accomplissement, vous allez vous dire, c'est génial! C'est génial, je gère vachement mieux mon temps, donc je fais vachement plus de choses. Donc si je produis plus, eh ben j'envoie vachement plus de travail à toutes les autres personnes qui, elles, se retrouvent, grâce à vous, ensevelies sous une masse d'interruptions, sous une masse de travail qu'elles vont devoir prioriser, et patati, et patata. Et donc, vous allez... Ce qui est toujours génial, c'est de se rendre compte que finalement, vous n'avez aucun intérêt à être efficace individuellement. Plus vous serez efficace individuellement, plus vous allez accentuer le phénomène d'entropie dans votre équipe, dans votre système. En fait, si vous vous rendez efficace, vous allez contribuer à baisser la performance de votre système. C'est pas merveilleux, ça, comme concept? C'est le même principe qui se produit tous les matins, de 7h30 à 9h30 à l'entrée du tunnel de Fourvière. On arrive tous au même moment, et on est tous à l'arrêt. On est tellement performants. C'est la même chose quand vous ouvrez votre ordinateur et que vous lancez tout au même moment, et vous avez toutes vos performances qui s'écroulent. C'est le principe d'un système. Plus un système a ses composants qui sont individuellement performants, plus les performances du système s'écroulent. Donc la solution de la gestion du temps ne peut pas se trouver uniquement dans une gestion individuelle des choses. C'est pas possible. C'est ce qu'on appelle, alors il y a une erreur, c'est ce qu'on résume en disant que la somme des optimums locaux ne forme pas un optimum global. Et si vous êtes attentif à ça, vous êtes d'ailleurs peut-être quelqu'un qui n'a pas besoin de gérer son temps, vous êtes peut-être là d'ailleurs pour expliquer à quelqu'un d'autre comment il devra gérer son temps, parce que vous êtes déjà optimum. Et en fait, en étant bon, en étant performant, ce qui est le cas par exemple de quand j'étais en société de service, je vais prendre les commerciaux, qui vendent très bien, mais qui ramènent beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'interruptions. Donc on est tout le temps sous l'eau. Donc on gère que des projets en urgence. Je vais prendre le cas d'un développeur trop bon, qui génère trop de code. Et derrière, j'ai eu le cas, un client qui n'est pas en capacité de tester. Parce qu'il a trop de choses à livrer. Voilà. Mais vous pouvez prendre ça avec n'importe quel profil, avec vos responsables métiers, vos chefs de projet, vos managers, n'importe qui. Donc va se poser la question de l'estimation collective. Donc si vous faites de l'agilité ou pas, quand on va gérer cette notion du temps ensemble, la question à laquelle on essaie de répondre, c'est combien de temps ça va nous prendre de faire tels travaux en équipe? Alors, suivant tout un tas de modalités mathématiques ou empiriques ou pifométriques de votre choix, vous trouverez des réponses pour dire que pour estimer telle chose, ça va prendre tel volume, auquel on va rajouter un facteur de on ne sait pas, avec un facteur de peut-être, et puis un facteur de machin, en se disant que de toute façon, ça va bien passer, quoi. Mettez une dose de planning poker par-dessus, enfournez ça dans un backlog, et puis après, vous suivrez ça un petit peu comme vous voudrez. Ces techniques d'estimation, elles fonctionnent bien à partir du moment où on considère des choses de manière unitaire, à partir du moment où on n'a pas ce phénomène d'interruption qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, souvent, c'est un facteur qu'on ne prend pas en compte. Et des environnements qui sont interrompus, il y en a beaucoup, y compris des équipes qui fonctionnent soi-disant en Scrum et qui finalement se posent perpétuellement la question de comment est-ce que je fais pour intégrer une interruption dans mon planning, dans mon sprint planning, dans mon itération, comment je fais pour gérer un problème en prod.
Il y en a peut-être déjà qui ont vécu ce genre de situation. Ça s'appelle une interruption. Donc on remonte d'un cran, on n'est plus dans la gestion des tâches au niveau individuel, on est dans la gestion des tâches au niveau collectif. Alors quels sont les environnements qu'il faut qu'on essaye de prendre en compte dans ces estimations collectives? Dans l'idéal, vous avez un système dont l'offre est équivalente à la demande. En gros, l'offre, c'est l'équipe qui va produire. Elle va produire quoi? Elle va produire ce qu'on va lui demander. Alors les demandes, elles viennent d'un petit peu partout. Elles peuvent venir de, je sais pas, d'un support client, de clients tout court, de mails, de cahiers des charges. Les sources d'entrée sont multiples. Dans un monde merveilleux, on souhaiterait que notre capacité de production soit alignée sur ce qu'on est capable de faire. On ferait un flux continu, ce serait un monde merveilleux. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas vraiment comme ça. On a souvent une demande qui est supérieure à l'offre. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont une demande, qui est inférieure à l'offre? C'est-à-dire que vous recevez moins de travail que vous êtes capable d'en produire? A priori, non. Ah! Alors attention. La dernière fois que ça m'est arrivé chez un client, il a mis la clé sous la porte au bout de 6 mois parce qu'il avait un pipe qui était beaucoup trop petit, en fait. Donc vous avez tout intérêt, finalement le côté rassurant, c'est que vous avez tout intérêt à avoir un système dans lequel vous avez toujours une demande qui est supérieure, vous avez plus de choses à faire que ce que vous êtes capable de faire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous garantir que vous aurez du boulot. Et ça, c'est plutôt un point positif. Alors évidemment, dans ce genre d'environnement, quand on demande la réponse, quand je demande des propositions aux équipes de dire voilà, comment on pourrait faire pour que vous soyez mieux? On manque de développeurs, il faut rajouter des gens, il n'y a pas assez de monde au test. Alors c'est génial parce que dans un système qui est déjà pas stable, plus vous allez rajouter des gens, plus vous allez augmenter l'entropie du système. Donc la technique de l'augmentation de l'équipe est souvent pas forcément la meilleure stratégie. Alors, regardons un petit peu d'autres exemples d'environnement. Parce que quel type de comportement on peut retrouver dans une équipe qui finalement se retrouve en retard? Alors évidemment, les exemples que je cite là, ce n'est pas chez vous, c'est toujours chez les autres. Si je suis en retard et que j'ai plein de choses à faire, je peux rogner un petit peu sur la qualité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait une fois. Mais si j'en juge par la qualité des autres confs qu'il y a dans ce programme de Mixit, a priori, il y a encore un petit peu de travail. Alors ça permet effectivement d'aller plus vite. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis, peut-être que vous allez générer des bugs. Je ne sais pas, peut-être. Des bugs que personne n'a commandés, d'ailleurs, vous aurez remarqué, que personne ne vous commande des bugs. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Il n'y a pas une user story qui dit, en tant que client, je voudrais un truc qui ne marche pas, pour pouvoir récupérer un plus gros bug qui arrive plus tard. Alors, il n'est pas tellement plus gros dans sa nature, il est juste plus gros dans son urgence. Et finalement, on se retrouve avec des systèmes auto-alimentés. C'est le principe des équipes qui disent, de toute façon, on n'arrivera pas à s'en sortir. Et oui, mais plus on a de bugs, plus on est en urgence, plus on est en urgence, plus on est obligé d'avoir la non-qualité, plus on a de la non-qualité, plus on a de bugs. Et en fait, on se retrouve avec des équipes qui, finalement, quand elles sont dans ce genre de système, que je vais appeler un système toxique, sont des équipes qui se bouffent une partie de leur capacité uniquement par leur propre travail. À tel point que dans certaines situations, la capacité qui est mangée par cette génération de problèmes est quasiment proche de la capacité de l'équipe. Et donc, vous vous retrouvez avec une équipe en souffrance où vous avez, juste pour changer la couleur d'un bouton dans une application, ça va vous prendre 15 jours. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a bien d'autres urgences qui vont s'empiler aussi les unes derrière les autres. Il y en a qui ont déjà vécu ça? Solidarité. Donc, une équipe qui se rogne sur sa qualité est une équipe qui va s'auto-alimenter en travail. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes certainement les générateurs de vos propres interruptions. Ça ne peut pas être la faute du client. Le client, il ne vous a jamais demandé ça. Bon, pour les autres qui ne se retrouvent pas là-dedans, les autres situations que j'aime bien, c'est les systèmes qui sont en urgence. Par exemple, avec un système de type système Dieu. Voilà, vous avez les priorités, puis vous avez Dieu. Donc à chaque fois, ça repasse au-dessus, en permanence. C'est comme si vous avez la voie des carpools aux États-Unis. Vous avez le droit de la prendre en permanence. Ou c'est comme si, quand vous êtes sur la route, en permanence, vous aviez des cars d'ambulance, de CRS, de police, de SAMU, tous ces véhicules prioritaires qui passent en permanence.
qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur la route et que vous voyez ces véhicules prioritaires? Si vous êtes un bon conducteur, vous n'en profitez pas pour vous introduire derrière, là, pour filer. Non, sauf si vous êtes motard, ça vous pouvez. Non, vous vous arrêtez. Alors quand c'est une fois, ça va. Imaginez que maintenant ça dure 2 heures. Pendant 2 heures, vous voyez des camions défiler. Imaginez que dans votre équipe maintenant, vous voyez que des urgences défiler. Eh bien, tout ce qui n'est pas urgent va attendre, pourrir, moisir, changer. Ah, ça fait quand même un peu longtemps, on va le refaire passer en urgence, parce que le client y râle. Et finalement, avec un système qui est que en urgence, vous avez sans doute un des systèmes les plus lents qui puissent exister. Donc plus vous avez d'urgence, plus vous attisez cette illusion que finalement tout va très vite, tout est important, eh bien on se retrouve avec globalement un système qui est sans doute un des systèmes les plus lents qui existent, les moins performants. Et ça c'est pareil, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand? Si, on s'en rend compte quand le client vous envoie un mail avec écrit « urgent ». Et là vous dites, c'est vrai que c'est un peu abusé quand même, on est en avril 2017, la demande elle était en 2016. Réfléchissez bien aussi à quand, quelle est la plus ancienne des demandes que vous avez dans votre stock là? Oui, il y en a qui en ont de 2016, oui. Il y en a peut-être même qui en ont de 2015. Et on pourrait jouer à ça. Le meilleur exemple, c'est d'aller dans les outils de bug tracker. Et là, c'est merveilleux, c'est quand vous avez des choses inférieures à 2010. On va quand même les prioriser, il ne faudrait pas les oublier quand même. Mais pourquoi il y a encore un truc de 2005, 2006, 2007 ? Parce qu'il y a eu d'autres urgences avant. Donc vous avez comme ça une espèce de sédimentation de l'information. Donc plus vous êtes urgent, plus vous êtes lent. Alors essayons de comprendre maintenant pourquoi. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi cette mécanique? C'est qu'à un moment donné, ce n'est pas vous les responsables. Si on essaye de regarder objectivement, est-ce que vous n'avez pas une petite idée, maintenant qu'on a vu tout ça, dans votre système, de savoir où est le problème? Est-ce qu'il y a des gens honnêtes pour avouer que le problème, c'est eux? Est-ce que c'est vous qui ralentissez le système? Rarement. Ça ne se bouscule pas, en tout cas, pour lever les mains. Donc, vous avez peut-être ce qu'on appelle un goulet d'étranglement. Un goulet d'étranglement dans un système, c'est ce qui va subordonner la performance. Alors, certains l'appelleront plutôt... C'est pas très bienveillant, quand même. Donc, on parle bien d'un goulet et pas d'un boulet. Dans une chaîne de production globale, quel est le maillon le plus faible? Et le maillon, il peut être une personne, mais ça peut être aussi un ensemble d'individus. Et globalement, vous n'irez jamais plus vite que la vitesse de l'élément le plus faible. Vous pouvez l'observer. Donc si vous avez un développeur qui n'est pas capable de développer, si vous avez un PO qui n'est pas capable de pondre des user stories, si vous avez un testeur qui n'a pas la puissance pour tester tout ce qui sort, vous n'irez jamais plus vite que ce maillon-là. Ce qui nous amène directement à la stratégie numéro 4. Vous avez tout intérêt à ralentir votre vitesse de production par rapport à votre élément le plus faible. C'est ce qu'on voit, hein. Quand vous prenez la route pour les vacances, pour éviter la formation des bouchons, on vous invite à réduire votre vitesse de 130 à 110. Ou à Lyon, si vous allez à Saint-Étienne, il y a quelques années, ils ont réduit de 110 à 90 au prix de débats absolument merveilleux avec les copains. Ils trouvaient que c'était complètement stupide. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus vite? Pourquoi est-ce qu'on ralentirait? On va ralentir tout simplement pour garantir la fluidité de son système. Moins vous allez vite, plus vous en ferez, plus vous serez rapide. Attention, au niveau global, pas au niveau individuel. Okay, on parle bien de ralentissement au niveau global. Donc l'idée, c'est bien d'avoir cette clé de lecture-là. Quel est l'élément, quel est le maillon dans votre chaîne qui est le plus lent? Alignez-vous sur cette vitesse-là. Allez le voir déjà, plutôt que de le regarder et lui dire « c'est de ta faute ». Allez voir comment vous pouvez l'aider. Ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup. Donc voilà, en synthèse, comment gérer son temps de manière efficace, individuellement et collectivement.
On a vu tout un tas de principes qui peuvent vous permettre individuellement d'améliorer votre performance. Soyez rassurés sur le fait que le jour où vous serez performant individuellement, eh bien vous aurez certainement créé un nouveau goulet d'étranglement quelque part dans le système. Donc ce sera généralement votre faute s'il y a un goulet qui est encore plus présent dans votre système. Et à ce moment-là, eh bien peut-être commencer à utiliser une de ces stratégies. Commencer par terminer, c'est des choses qu'on peut faire aussi en équipe. C'est-à-dire on commence une tâche, on commence une user story et on la termine. On évite d'avoir tout qui est démarré en même temps. Prioriser, ça c'est normalement le travail de votre responsable métier, mais encore faut-il savoir sur quelle base et quels sont les critères. Dire non, on a le droit de dire non en tant qu'équipe aussi. On a le droit d'expliquer ça, et d'expliquer à un client pourquoi ça n'a aucun sens de prendre sa demande maintenant et pourquoi on a tout intérêt à la reporter et la remettre à demain. Et puis si jamais vous n'y arrivez pas, essayez de voir s'il n'y a pas une autre équipe à qui vous pouvez déléguer non pas la patate chaude, mais votre confiance. Ralentissez, prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre.